Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Force, c'est Actualité Crypto donc numéro 79. Comme d'habitude, écoutez les amis, on fait le point hebdomadaire sur les actualités crypto économiques et sur les projets crypto. Donc on va parler du Bitcoin, il y a des choses intéressantes à dire, même très intéressantes, parce qu'on va parler du modèle Stock to Flow, mais comparé aux autres actifs en termes de capitalisation boursière, c'est-à-dire avec l'or par exemple, l'argent, mais également le marché immobilier. Donc, je trouvais ça vraiment très intéressant et je vais vous le partager aujourd'hui. On va parler également de, bien sûr, des projets, donc VeChain, VV Digital Collectibles, Ripple XRP et également des petites nouveautés, pas des bonnes nouvelles, ou, enfin, ça dépend de comment vous le prenez, mais sur le projet Fetch.ai avec, vous savez, la fusion du token, enfin du jeton en ASI. On va parler de tout ça, et puis bien sûr, on fera le point sur l'actualité économique, parce que là, en ce moment, bon, c'est vrai que je vous ai toujours dit, il y a des liens entre la géopolitique, la politique et l'économie, et là, je pense que ça n'a jamais été aussi vrai, du moins en France, avec tout ce qui se passe en ce moment au niveau politique. Bon, voilà, donc on va en parler. On va voir surtout l'aspect économique, je ne vais pas parler vraiment de la politique, c'est vraiment l'aspect économique. Bon, et écoutez, si vous êtes chaud, si vous êtes prêt, écoutez, je vous invite à prendre un petit café, un sandwich, et puis c'est parti. Donc on va commencer par le Bitcoin et comme d'habitude le Bitcoin ETF Flow, donc de l'étude de Farside Investors qui fait office quelque part de petite référence au niveau statistique sur les flux des ETF Bitcoin au niveau sortant et entrant. Et donc regardez sur la dernière semaine, ça a été plutôt une hécatombe, puisqu'on a des chiffres totalement dans le rouge. Même pour BlackRock, plutôt rare quand on fait le parallèle avec les dernières semaines, les derniers mois, sur les flux entrants-sortants de ETF Bitcoin Spot. Donc là, on voit bien que c'est totalement en corrélation avec ce qui se passe au niveau des chutes des prix récentes sur le Bitcoin. Alors quand je dis chute des prix, on dirait que c'est une montagne. Bon, je rappelle que le Bitcoin a perdu allez, entre 5 et 10%. Ce qui est totalement ridicule pour les guerriers qui sont là depuis un petit moment sur les cycles haussiers et baissiers, bull run, bear market, crypto. Voilà. Donc, derrière, on voit qu'il y a eu un impact également sur les flux au niveau des ETF Bitcoin Spot, puisque rien que sur le 13 et 14 juin, on voit que là, il y a eu des flux sortant de 226 millions et 189 millions de dollars. Donc, on voit que cette dernière semaine, ça a été plutôt un bain de sang pour le Bitcoin, on va dire au sens général du terme, quand j'inclus surtout l'état, la situation sur les ETF Bitcoin Spot. Mais bon, sur l'ensemble, quand on dézoome, que je rappelle qu'il faut toujours dézoomer sur la situation actuelle, que ce soit pour le prix actuel, la chute actuelle du Bitcoin, comme je rappelle, il y a entre 5 et 10%. Sur la dernière année, il a pris plus de 100%. Voilà. C'est toujours très important de dézoomer sur ce genre de situation. Et pareil, quand on dézoome sur les flux des ETF Bitcoin Spot, eh bien nous sommes aujourd'hui à 15,1 milliards de dollars injectés dans les flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous étions à peu près vers les 14,5 milliards. Donc, la tendance est quand même toujours à la hausse malgré les récentes baisses sur les derniers jours. Enfin, en tout cas sur les flux sortants, les derniers jours par rapport aux flux entrants. Donc au niveau du leader, c'est toujours BlackRock. On voit que BlackRock mène la danse par rapport à ses concurrents et de loin, puisque BlackRock et son EBIT, comme on peut voir ici, a désormais 17,6 milliards de flux entrants sur son ETF Bitcoin Spot. Et derrière, c'est Fidelity qui est en seconde position avec 9,4 milliards de dollars injectés. Voilà. Et derrière, on n'en parle même pas parce que c'est vraiment très loin de tous ces flux quand même colossaux. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de Grayscale qui, on va dire, continue de prendre l'eau et de couler, si je puis dire, puisque là, on est à 18 milliards de dollars de flux sortants exclusivement au niveau des ETF Bitcoin Spot. Donc c'est vraiment une catastrophe pour Grayscale.
Bref, voilà la situation actuelle, hein. Donc c'est plutôt une tendance à la hausse, toujours sur ces ETF-là. Et puis sinon, bah, écoutez, on va continuer, hein, puisque bon, rien de non plus significatif totalement sur ce point-là. Allez, je vais vous présenter un petit article hop, de journalducoin.com, Bitcoin, la seule monnaie véritablement décentralisée d'après Tether. Donc, c'est tout simplement le PDG de Tether qui avoue que sa propre entreprise, enfin, de Tether, elle-même n'est pas assez quelque part décentralisée et reste centralisée puisque c'est une entreprise justement. Donc, c'est quand même assez ironique, hein, paradoxal la situation, c'est que c'est une entreprise crypto qui, avec, comme c'est de la crypto-monnaie, normalement, il devrait y avoir en fer de lance la décentralisation, et bien qui avoue que non, son entreprise est bien centralisée. Et que la seule crypto vraiment décentralisée aujourd'hui, c'est le Bitcoin, ce qui est totalement logique quand on regarde le fait, parce que on est sur un modèle proof of work qui est de moins en moins utilisé, hein, par les nouvelles crypto-monnaies, puisque c'est quand même énergivore, et donc il y a tout un pataquès là-dessus au niveau de la polémique. Bon, vous connaissez, on connaît la situation. Donc chacun pense ce qu'il veut, mais en tout cas, n'empêche que le Bitcoin, sur les faits, reste une des crypto-monnaies, on va dire, les plus décentralisées. Et donc c'est dommage, ça je fais le parallèle, hein, d'avoir centralisé sur des ETF Bitcoin quelque chose qui, à la base, justement, est fait pour être décentralisé et reconnu en tant que tel là-dessus. Bon, donc faites attention, hein, si vous regardez cette vidéo et que vous avez des personnes, enfin, des nouvelles personnes qui connaissent pas trop la crypto ou quoi, faites attention quand on vous dit ou si on vous propose d'aller vraiment sur les ETF Bitcoin, parce que ça voudra dire que vous ne posséderez déjà pas vraiment les Bitcoins et surtout que vous ne serez pas du tout dans la philosophie de décentralisation du Bitcoin. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus. Et d'ailleurs, je rappelle sur cet aspect de conseil que je ne suis pas moi-même un conseiller financier. Tout ce que je dis dans cette vidéo est à titre informatif uniquement et je n'ai pas la science infuse, bien évidemment. Donc, de faire vos propres recherches, c'est très important. Donc, un article de cryptost.fr, guerre du minage de Bitcoin, Bitfarm prépare une pilule empoisonnée contre Riot Platforms. Effectivement, il faut savoir que Riot Platforms, c'est une grosse entreprise de minage, hein, de Bitcoin, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises se lancent dans le minage du Bitcoin. Il faut des moyens quand même de plus en plus sophistiqués, puisque le hash rate du Bitcoin, au fur et à mesure qu'il augmente, eh bien, ça veut dire qu'il faut de plus en plus de puissance de calcul pour miner du Bitcoin. Et donc, autant dire qu'aujourd'hui, avec l'état actuel du hash rate et l'état actuel des prix du Bitcoin, et du rapport entre l'offre et la demande sur le Bitcoin, il faut des machines de guerre, littéralement, hein, ce qu'on appelle des ASICs, spécialisés dans le minage du Bitcoin pour espérer pouvoir miner convenablement du Bitcoin. Donc, autant vous dire qu'à notre échelle particulière, miner aujourd'hui du Bitcoin avec de simples ordinateurs, c'est impossible. Ça nous coûterait plus cher en électricité, hein, qu'en récompense, donc inutile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monopole, c'est là où il y a peut-être, je dirais, un petit danger, pour l'instant un petit danger, mais qui peut grossir, c'est que de plus en plus, le monopole de minage du Bitcoin, si le hash rate continue d'augmenter, eh bien, sera dans une poignée d'entreprises. Or, ça rappelle quand même quelque chose, cet aspect-là, c'est le fonctionnement même intrinsèque aujourd'hui de la finance centralisée, bancaire, etc., qui a mené le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est gouverné non plus par les gouvernements, mais par une poignée d'entreprises, et dont BlackRock notamment, hein, avec des gestionnaires d'actifs qui pèsent plus que en termes de chiffre d'affaires et de gestion d'actifs, plus que des gouvernements, des pays entiers. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose de dire, ok, le Bitcoin est décentralisé, d'accord, mais sur son principe de minage, attention là-dessus, on a déjà une bataille qui est en train de s'engager, et ça rappelle la bataille, et une fois que la bataille est terminée, la guerre est terminée, il reste plus que les survivants, mais donc une poignée. Voilà. Donc ça rappelle quand même ça. Donc ça, c'est peut-être la faiblesse du Bitcoin sur cet aspect-là. Après, peut-être que je dis des bêtises, à vous de me dire, mais là, je serais très curieux de savoir, par exemple, dans 10-20 ans, si le hash rate continue d'augmenter, qui pourra miner du Bitcoin si ce n'est une méga corporation du minage. Bon. Et donc, la personne qui contrôlera, une entité qui contrôlera ces sociétés de minage pourront contrôler quelque part euh, bah, le réseau Bitcoin si on atteint la fameuse 51%.
Voilà. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus, mais quand même, je trouve que c'est intéressant de réfléchir, avoir une réflexion là-dessus. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que peut-être que totalement à côté de la plaque sur ce niveau-là. Mais voilà, ça vaut le coup, je pense, d'en débattre. C'est plutôt sympa. Allez, je continue. Cette fois, je vais vous présenter désormais, hop, une note nouvelle sur Twitter, donc de Bitcoin conférence. Télécom, donc le géant télécom T-Mobile, a annoncé, ça y est, désormais vouloir rentrer sur le marché du minage des Bitcoin. Ah, comme par hasard. Donc là, une énorme entreprise, hein, je rappelle, une des plus grosses du monde, ça y est, veut se lancer également dans le minage du Bitcoin. C'est marrant quand même, en ce moment, c'est un peu la course à qui se lancera au minage du Bitcoin. Voilà, ça fait réfléchir. Allez, je continue et on va en passer enfin au fameux modèle du Bitcoin Stock to Flow, mais en comparaison par rapport aux autres actifs, on va dire très connus hein, au niveau mondial en termes de capitalisation boursière. Donc, j'ai bien vous expliquer tout ce que c'est tout ça. Donc, vous avez la courbe ici, jalonnée de petits points en couleur, c'est la courbe des prix du Bitcoin au final, mais exprimée ici par la capitalisation boursière du Bitcoin. Donc, on voit qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, la capitalisation boursière du Bitcoin n'a fait qu'augmenter. La couleur des points varie tout simplement parce qu'il y a une échelle ici, vous voyez, et la couleur exprime en fait le temps en mois par rapport au prochain halving. Donc on voit bien que là, la courbe, le point bleu marine représente en fait le dernier mois euh, par rapport au halving. Donc là, on voit bien qu'on est ici par rapport au prix du Bitcoin en termes de capitalisation boursière récente du Bitcoin, puisque le halving a eu lieu en avril. Donc nous avons dépassé ce point bleu et nous en sommes là à peu près. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous avons une capitalisation boursière du Bitcoin qui a dépassé les 1 trillion de dollars. Bon, pour info hein, en plus. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que là, on a quand même quelque chose où on se base sur une courbe linéaire. En fait, cette courbe linéaire, c'est, si vous voulez, le rapport justement du stock to flow. Donc, avec en fonction du ratio, si vous voulez, par rapport à la demande de l'actif, hein, comparé au volume en termes de market cap. Et là, on voit que plus on avance en fait dans le temps quelque part, pour le Bitcoin déjà, et plus le ratio stock to flow est important. On le voit ici, on est parti de 1, même 0, et on arrive aujourd'hui, nous ne sommes pas loin des 100%. Ça veut dire quoi ce ratio? Ça veut dire que plus on s'approche des 100 et plus l'actif est rare. Voilà. Et donc là où ça devient aussi très intéressant, c'est que quand on prend ce modèle et qu'on le compare aux autres actifs comme l'or, l'argent ici en gris, les diamants comme vous pouvez voir ici et surtout l'immobilier que vous pouvez voir en rouge, eh bien on se retrouve quand même avec un actif qui au fur et à mesure du temps a de plus de valeur même et a désormais même dépassé, alors je ne sais plus si c'est le cas encore aujourd'hui, mais à un moment c'est sûr, la capitalisation boursière du Bitcoin a dépassé l'argent et le diamant. Quand même assez phénoménal quand on y pense, parce que l'argent, ça fait des milliers d'années qu'il existe hein, sur le marché. Bon. Voilà, donc on voit que là, il y a un vrai phénomène qui se passe sur ce modèle-là, et donc, comme vous pouvez le voir ici, on se retrouve toujours avec un modèle du Bitcoin qui oscille autour de cette courbe linéaire du stock to flow. Donc logiquement, c'est là aussi on me pose la question, c'est qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Dans l'avenir, ce modèle stock to flow parie tout simplement sur eh bien, un dépassement de la valeur de la capitalisation boursière du Bitcoin par rapport à l'or. Donc on voit que l'or, vous voyez, il y a un vrai cluster ici au niveau de l'or, juste là, qui est autour des 10 000 milliards, enfin 10 000 trillions de dollars, de dollars plutôt. Et tellement il y a des zéros, on ne sait même plus exactement ce que c'est, mais c'est déjà ça, c'est 10 000 milliards de dollars que vous pouvez voir ici. Et donc c'est vrai que l'or, au final, ne bouge pas beaucoup sur cet aspect-là. On voit qu'il augmente quand même au fur et à mesure du temps, parce que ses prix augmentent, mais c'est vraiment étalé sur des dizaines d'années. Bon. Donc là, le prochain pari, si on s'en suit à cette courbe linéaire, c'est que eh bien, le Bitcoin dépasserait en fait la capitalisation boursière de l'or. Et ensuite, la prochaine étape, ce serait
Mais là, je vous cache pas que ce serait vraiment de la folie, hein, clairement, mais on n'est pas à l'abri, parce que ce modèle-là a l'air plutôt fiable pour le passé, donc on verra ce que ça donnera sur l'avenir. Mais là aussi, sur l'immobilier, vous voyez, là, on est sur du 100 000 voilà, milliards de dollars. Donc là, c'est le ratio, l'immobilier, c'est l'actif où il y a le ratio le plus important, hein, quasiment à 100%, 99,9%, parce que c'est le plus rare au final. On ne penserait pas comme ça, hein, mais c'est vraiment l'actif qui est considéré comme le plus rare au monde, parce que le plus demandé, en fait, tout simplement. Alors que l'or, on dirait que c'est plus rare que l'immobilier en termes peut-être de volume, mais c'est moins demandé au final que l'immobilier. Logique, hein, de toute façon. Voilà. Bon, après, vous me dites hein, si peut-être que j'ai pas bien expliqué ou c'est pas tout à fait correct. N'hésitez pas à me le dire pour s'il y a des experts vraiment sur ce modèle stock to flow. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'en ai compris et ce que j'ai lu également par rapport aux explications qu'on m'en a fait sur ce graphique. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne sur l'avenir, mais ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que là, rapidement, c'est-à-dire dans les 5 prochaines années, on devrait avoir un Bitcoin qui dépasserait, donc comme je le redis, hein, la capitalisation boursière de l'or, et donc, logiquement, qui devrait faire 1 fois 10. Or, nous en sommes à 66 000 dollars à peu près. Si le Bitcoin fait 1 fois 10, bon, bah, ça nous ramènerait à 660 000 dollars d'ici 2030. Là, je parle d'une échelle entre 4 et 5 ans. Ça ne me paraît pas déconnant, hein. Si on suit bien sûr, si le Bitcoin suit les cycles historiques, on va dire, et continue sur cette lancée de cycle de 2 ans de montée des prix et de 2 ans de baisse des prix. Voilà. Donc, je rappelle une fois encore, hein, je ne suis pas un conseiller financier, que je dis à titre informatif, c'est ce que je pense, c'est mon avis personnel. Après, chacun fait ce qu'il veut, et puis voilà, hein, ça n'engage que moi. C'est mon avis. Bon. Voilà pour le Bitcoin aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé tout ça, parce que je trouve personnellement que c'est très intéressant de voir l'évolution du Bitcoin par rapport aux actifs quand même qui sont aujourd'hui reconnus hein, comme valeur refuge, en plus comme l'or et l'argent notamment. Allez, je continue, hop, je vais passer au VeChain désormais avec un premier tweet de Apollo V qui fait un petit récapitulatif du planning de la plateforme VBetter DAO hein, qui, je rappelle, est en plein test aujourd'hui. Donc, je rappelle que là, aujourd'hui, 16 juin, il y a le dernier round de vote hein, pour voter sur la plateforme VBetter DAO qui est en cours. Donc, c'est aujourd'hui, dernier carat. Ensuite, du 17 au 22 juin, il y aura une fenêtre où on pourra réclamer une dernière fois nos récompenses par rapport à l'utilisation qu'on a fait sur la plateforme VBetter DAO. Le 23 juin, il y aura un screenshot fait par l'écosystème VeChain, enfin la fondation VeChain, hein, sur le testnet pour tous les tokens en fonction des adresses, tout ça. Comme ça, le 23 et 28 juin, donc la plateforme sera mise en pause et le 28 juin, on recevra normalement sur le mainnet les tokens qu'on a gagnés sur le testnet. Voilà le principe. Et enfin, le 1er juillet, hop, la machine repart et c'est cette fois tout est en mode mainnet et ça y est, la plateforme VBetter DAO sera en utilisation et en machine forcée, enfin en route forcée. Voilà, donc le petit récapitulatif du calendrier sur la plateforme VBetter DAO qui a quand même un événement, je pense, très intéressant à surveiller pour l'utilisation de l'écosystème VeChain. Allez, je continue avec cette fois un vrai tweet de la fondation VeChain en direct qui parle tout simplement de l'adoption de masse, hein, déjà du VeChain, mais également du Real World Adoption, que nous appelons ça donc le RWA, un petit peu de transparent, normalement c'est le Real World Asset, et eux appellent ça le Real World Adoption. Allez, petit jeu de mots, mais bon. Donc, ils font référence à un Yongpu Coffee, donc c'est une boutique de café, une marque en Chine, qui est plutôt connue apparemment, nous on ne connaît pas forcément, mais qui utilise justement la technologie de VeChain et la blockchain du VeChain et regardez l'évolution de Yongpu Coffee par rapport à l'écosystème du VeChain. Et en 2024, entre mars et mai 2024, l'utilisation a tout simplement explosé de l'écosystème VeChain pour cette entreprise. Et je rappelle le terme entreprise là-dessus. Donc, on voit bien que
là où on en revient un peu à l'utilité, le real world asset, c'est-à-dire la tokenisation des actifs dans le monde réel, c'est que VeChain a bel et bien une véritable utilité technologique pour les entreprises. Et c'est là une des forces, et je pense que c'est une des rares cryptos, pour ça que je fais le suivi sur ce projet-là également, hein. C'est parce que je trouve que c'est vraiment un des rares projets qui a vraiment une utilité, comparé aux cryptos, enfin 99,9%, je suis désolé de le dire comme ça, hein, pour ceux qui euh, bah, on ne partage peut-être pas cet avis-là, mais à mon sens, 99,9% des crypto-monnaies aujourd'hui ne servent à rien. Et quand on va voir l'effondrement de la bulle crypto, il n'y aura plus que 0,1% des projets et ce sera ceux qui serviront à quelque chose, hein, qui resteront debout, quoi. Voilà, un peu comme la bulle des années Internet des années 2000. Bon, c'était un massacre, hein, c'était n'importe quoi. Tout le monde achetait en tous les sens, mais une fois que la bulle est retombée, on a eu Amazon, on a eu Facebook, on a eu voilà, tous les géants qu'on connaît aujourd'hui, Google, etc. Parce que ça a été les seuls survivants. Juste une question de survie, je pense, là. Voilà, donc ça aussi, il faut toujours le garder en tête, hein, quand on fait un petit dézoom macroéconomique sur ce genre de choses. Allez, je continue toujours sur VeChain. Hop, justement, on va parler des chiffres et des résultats financiers. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour définir une entreprise, hein, clairement aujourd'hui. Donc, le rapport avec le premier trimestre, en fait, le premier quarter, pardon, donc les 4 premiers trimestres de 2024. Hop, on va aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire à la balance sheet et donc aux actifs détenus par la fondation VeChain. Donc là, on voit qu'au 31 décembre 2023, eh bien, en total USD, on a 440 millions de dollars qui étaient détenus par la fondation VeChain. Et en fin mars 2024, la fondation VeChain était à 550 millions de dollars d'actifs en crypto, puisque là on parle de stablecoin, on parle de BTC, de Bitcoin, ETH et VeChain, et détenu dans la trésorerie de VeChain. Donc là, il y a la petite bagatelle de presque 100 millions de performances, hein, en plus pour la fondation VeChain, ce qui est tout à fait logique avec l'augmentation, en fait, et l'explosion des prix des cryptos. Donc comme là, les crypto-monnaies ont baissé, notamment VeChain, ETH et Bitcoin entre-temps, je ne serais pas étonné que la fondation VeChain ait perdu, hein, un peu de cette performance-là. Bon, après je peux me tromper, hein, mais ça ne m'étonnerait pas. Et en termes de dépenses, tout ça c'était bien sûr la trésorerie. Maintenant on va voir les dépenses, hein, voir un petit peu ce que ça donne. Et on sommes sur un total, ici vous voyez, de 11 millions de dollars de dépenses sur ce premier quart de 2024. Donc autant vous dire que ça passe, hein, je pense, largement pour la fondation VeChain, en tout cas pour le moment. Bon, donc pas pour l'instant de point rouge, hein, sur la finance de VeChain, après avoir si c'est les vrais chiffres, parce que là toujours aussi se méfier, c'est-à-dire que la comptabilité, c'est pas toujours, ça veut pas non plus dire que c'est 100% fiable, hein. Bon, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres aussi, donc se méfier. Mais en tout cas, par rapport à ce qui est affiché, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon. Allez, je continue et cette fois, je passe donc au prochain projet, c'est-à-dire VV Digital Collectibles. Et une petite information déjà, c'est que les payouts, vous savez, pour retirer donc son argent de la plateforme, c'était à la base une limite de 500 gemmes, c'est-à-dire 500 dollars. Autant vous dire que c'est un scandale, hein, parce que pour minimum avoir 500 dollars, il faut y aller quand même sur la plateforme. Donc, ça y est, ils ont abaissé ce niveau, cette limite, ils l'ont abaissé à 100 gemmes. Et ils ont également d'autres avantages que je n'ai pas regardé, hein, clairement, mais vous pouvez le lire, je donnerai le lien pour le payout. Voilà, donc autant vous dire que ça y est, ils essayent de rendre les choses plus attractives, hein, ce qui est une bonne chose, hein, finalement. Et ensuite, j'ai voulu vous donner les statistiques, mais le problème, c'est que le site est désormais en maintenance, donc je vous donnerai les statistiques la semaine prochaine sur VV Digital Collectibles. Mais bon, je pense qu'entre-temps, il n'y a pas eu de gros changements, hein, je vous rassure, là-dessus. Voilà, bon. Donc, je continue, hop, avec cette fois le projet, donc, vous savez, de la fusion des trois jetons, trois crypto-monnaies, donc le FET, Océan et Agix. Donc, en une seule crypto-monnaie qui sera appelée le ASI.
Et donc, initialement, cette fusion était prévue au 13 juin. Donc, vous avez compris que là, on est le 16 juin, il ne s'est rien passé. Ben, c'est normal, puisque entre-temps, ils ont repoussé la date au 15 juillet. Ils expliquent de cette mauvaise nouvelle que déjà, ça la fout mal quand même. C'est qu'ils n'ont pas respecté leurs jalons, donc ils n'ont rien respecté du tout. Et en fait, ils expliquent tout ça parce que ils expliquent que ça prend du temps, qu'il y a des retards et qu'ils veulent s'assurer en fait que les plateformes exchange, leurs collaborateurs, leurs fournisseurs et les clients soient tous prêts au moment de la fusion, c'est-à-dire pour ça qu'ils ont repoussé la date de la fusion. Donc en fait, je pense que c'est surtout par rapport aux plateformes exchange, logique, parce que si les plateformes exchange ne sont pas prêtes à la date au jour J pour la fusion, ça va être compliqué d'avoir du ASI, puisque c'est les plateformes exchange qui vont assurer en fait la transition quelque part. C'est logique, puisque la majorité des personnes ont du fait Ocean et Agix stockés sur les plateformes exchange, et si elles ne le font pas, elles devront faire un transfert des actifs sur une plateforme exchange. Voilà. Donc, en tous les cas, si les plateformes exchange n'étaient pas prêtes, c'était mort. Voilà pourquoi ils ont repoussé la date. Donc, on va voir le 15 juillet, c'est-à-dire que c'est dans un mois, en espérant d'ici là, il n'y ait pas de mauvaises nouvelles et qu'ils ne repoussent pas encore une fois la date. Mais je crois qu'il faut être prêt à tout. Ça, c'est le milieu de la crypto. Il n'y a jamais rien de gagné. Voilà. On nous le rappelle. Ensuite, toujours sur donc, le ASI, j'ai un article de cointribune.com. Crypto, Binance lancera le trading du jeton ASI avant la fusion, c'est-à-dire au 5 juillet. Voilà, donc pour ceux qui ne savaient pas, effectivement, la fusion officielle aura lieu le 15 juillet pour le jeton ASI, mais vous aurez la possibilité de trader le jeton ASI avant, même une dizaine de jours avant. Donc c'est pour ça que je pense que Binance était prêt en tant que plateforme exchange à gérer cette fusion, mais les autres plateformes, à mon avis, n'étaient pas encore forcément prêtes, donc ils ont préféré retarder. Mais du coup, Binance prend un peu ses billes en main, quelque part, cet avantage-là, et en profite parce qu'ils savent qu'ils vont capter un maximum de fans, on va dire, ou d'investisseurs qui veulent se lancer dans le narratif de l'intelligence artificielle. Bon, voilà, donc vous savez tout pour la mise à jour là-dessus. Ensuite, je passe au prochain projet, c'est-à-dire à Ripple et XRP. Et là aussi, on a une nouvelle assez sympa, c'est qu'on a Arcax, c'est-à-dire la première plateforme exchange à être reconnue par la FCA au Royaume-Uni, c'est-à-dire l'organisme de régulation boursier au Royaume-Uni. Eh bien, Arcax, cette plateforme exchange, et Ripple ont annoncé une extension de leur collaboration actuelle et s'attendent à amener des centaines de millions de dollars de tokenisation, voilà, des real world assets, des actifs de la vie réelle sur le XRPL, c'est-à-dire sur l'écosystème du XRP. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a l'air de rien comme ça, cette petite nouvelle, mais c'est pas rien, parce que ça veut dire que dans le narratif du RWA, on a désormais le XRP. Voilà. Ça veut juste dire que XRP a désormais intégré la tokenisation, le narratif de la tokenisation des actifs de la vie réelle. Donc franchement, autant vous dire que c'est du lourd, et en plus c'est marrant parce qu'on a également, alors là je vous ai présenté le post de l'officialisation de ce partenariat de la part de Arcax, mais là je vous montre l'officialisation de l'autre côté, c'est-à-dire de la part de Ripple. Voilà, donc on voit juste annonce, donc XRP L Apex, donc c'était au 13 juin 2024. Donc Ripple et Arcax sont en train d'étendre leur partenariat pour amener, voilà, la tokenisation des actifs dans le monde réel, blablabla. RWA sur le XRP Ledger, et c'est sur la prochaine année. Donc c'est entre 2024 et 2025. Donc il va falloir être patient. Mais quand même, c'est assez sympa comme nouvelle, puisqu'on voit que là, le narratif du RWA est quand même extrêmement puissant en ce moment et très facilement identifiable pour le coup. On peut le voir. Et donc, là aussi, très intéressant quand même. Alors après, là aussi, je remets la petite aparté très important. Si vous êtes assis là, restez bien assis, ne vous envolez pas, prenez une encre au cas pour rester sur terre. Voilà, cette vidéo n'est pas à prendre pour argent comptant, surtout pas, parce que là je vais vous montrer une petite interview en fait du CEO de Arcax justement,
et qui avait été posté déjà il y a quelques mois, en arrière, et il disait, voilà, que donc ce PDG qu'il y avait entre 30 et 50 trillions de dollars qui pourraient être tradés, quelque part échangés sur le XRP Ledger d'ici les 2 prochaines années. Et donc à l'époque, ça avait fait un petit tollé cette interview, parce qu'on disait, bon, de la fumisterie, encore un qui est pro XRP, fanboy XRP, sauf que là, justement, avec ce partenariat qui est étendu entre Ripple et Arcax, cette interview reprend tout son sens en fait. Donc je vous repasse l'interview, hop, voilà. Je vous enlève le son parce qu'on va rien, voilà. Donc voilà, il le dit, hein, vous savez, entre 30 et 50 trillions de dollars qui pourront eh bien, directement être échangés sur le XRP Ledger. Voilà. Et ça, c'était le patron de Arca qui le disait déjà il y a quelques mois. Enfin, même si je me demande, c'est pas l'année dernière. Donc, ils savent déjà de quoi ils parlent quand même. Hein. Et bien sûr, je ne vous cache pas que si c'est le cas, bon, eh bien, forcément, le volume d'utilisation du XRP explosera et donc il y aura un impact sur le prix. Encore une fois, je le dis, je le répète, je ne connais pas l'avenir, je n'ai pas de boule de cristal. On ne fait que relayer l'information intéressante qui est ceci en lien avec Arcax et le partenariat entre Arcax et Ripple qui est remis au goût du jour. Voilà. Pour le reste, pour les prix, moi je vous ai toujours dit je n'en sais rien, autant l'XRP ne décollera jamais, hein, puisqu'il est sur un range actuellement très stable, on dirait un stablecoin en ce moment le XRP. Enfin, mais voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez de cette nouvelle, peu importe. Moi, je vous l'aurais transmis. Voilà. Allez, bon, ben, je continue. Hop, ce sera tout pour XRP, Ripple, les amis, aujourd'hui. Je vais continuer à la suite. Et maintenant, on va se passer aux actualités crypto plus générales, avec notamment un article de Cointelegraph France. La réglementation MiCA prend forme sous les nouvelles lignes directrices de l'EBA, c'est-à-dire de la banque, quelque part, l'autorité des banques européennes. Hein, voilà, donc l'autorité bancaire européenne, c'est écrit ici, a introduit une série de normes techniques et de lignes directrices pour les émetteurs de tokens alors que la mise en œuvre de MiCA progresse. Et pour être un petit peu plus précis, ils ont créé sur cet aspect de lignes directrices en fait deux formes de tokens, les EMT et les ART. Les ART, c'est justement ce qu'ils appellent les tokens liés à l'immobilier, liés à la tokenisation d'actifs. Donc on peut dire que c'est des tokens liés au narratif RWA. Donc là, c'est marrant quand même, parce qu'on voit que le RWA est en train d'exploser dans tous les sens en ce moment, de prendre vraiment de l'ampleur, au point que la réglementation MiCA se peaufine dans cette ligne-là, cette direction-là. Bon. Et les deuxièmes types de tokens, qu'ils appellent les EMT, ce sera lié au stablecoin. C'est-à-dire, tout ce qui est les stablecoins, eh bien, il y aura vraiment des lignes spécifiques de réglementation sur ces jetons-là. Bon, donc on voit vraiment que c'est pris très au sérieux et ça, c'est mis en place hein, pour 2024-2025. Bon, on verra ce que ça donne. Ensuite, autre article, autre information de Coin Academy, les ETF Ethereum Spot seront entièrement approuvés avant la fin de l'été selon Gary Gensler. Donc ça, ce que je vous disais, c'est qu'à un moment, on pensait que tous que c'était terminé, c'est bon, les ETF Ethereum Spot étaient définitivement validés, mais non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'approbation, les plateformes de trading ou l'approbation de mettre en place les ETF Ethereum Spot n'ont pas encore eu l'autorisation de lancer le trading. Donc pour l'instant, tout est au point mort en fait, tout est prêt, mais tout est au point mort. Et il faut attendre la dernière autorisation de la part de la SEC sur le formulaire S1, comme ils appellent ça, et ensuite les plateformes auront l'autorisation de lancer le trading. Et ça, ce sera visiblement approuvé d'ici la fin de l'été. Donc on peut espérer pour août, voire la rentrée, avoir l'approbation finale des ETF Ethereum Spot en direct. Et on verra ce que ça donne. À ce moment-là, bon allez, je continue. Cette fois, je vais passer aux actualités économiques. Ça y est, donc les échos investir, nouvelle baisse en bourse. Le CAC 40 retombe sur le seuil des 7600 points. L'écart de taux se creuse entre la France et l'Allemagne. Donc là, bon bah, je pense qu'en ce moment, il n'y a même pas besoin de décrire la situation en France tellement c'est le bordel. Clairement, jamais vu ça. C'est le bazar dans tous les sens.
pense qu'il faudrait vraiment faire le point sur la situation de la France à ce niveau-là. Il y en aurait pour des jours et des jours pour en remplir un livre. Donc, tout ce que je peux vous dire au niveau économique, je n'ai pas rentré dans la politique avec le RN, le Front Populaire et tout ça, je ne veux pas en parler. Donc, voilà. Tout ce que je vais vous dire, c'est au niveau des impacts de cette situation au niveau économique. On l'a, donc la baisse en bourse du CAC 40, hein, donc la bourse française. Et surtout, on a, bien évidemment, c'est pas le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est un site de latribune.fr, c'est la France est attaquée sur les marchés financiers et dans tous les domaines, tous les niveaux. C'est-à-dire, on a eu la bourse qui a chuté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens, les investisseurs et surtout étrangers vendent en masse en fait les actions des entreprises françaises, hein, peut-être 40, puisqu'on est en train de perdre confiance en fait dans le marché français. Déjà, c'est la première chose, ça veut dire. Deuxième chose, il faut savoir que les taux, enfin, l'écart entre le taux français à 10 ans, les obligations françaises à 10 ans, ont explosé littéralement et sont en train de creuser l'écart par rapport au taux allemand. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que les taux, si vous voulez, de la dette française sont les taux d'intérêt sont en train d'exploser. Donc les taux d'intérêt d'emprunt de la dette française aujourd'hui sont en train d'exploser. Voilà. Donc ça inquiète fortement, notamment même les agences de notation donc comme Moody's Fitch. Donc je rappelle que la France s'est vue récemment dégradée au niveau de la dette, hein, ou du moins a été vraiment inquiétée à ce niveau-là. Mais là, l'agence de notation, dans Moody's et Fitch, mais les autres agences de notation également, bien qui doivent noter les dettes des États ou même l'attractivité économique d'un État, pensent sévèrement, hein, à abaisser déjà la note de la France sur ses dettes par rapport à la situation actuelle. Mais le pire, c'était que c'était déjà en ligne de mire. C'est-à-dire que déjà la situation avant tout le bordel là, voilà, c'était déjà pas triste, hein, on l'a vu, au fur et à mesure du temps. Mais là, aujourd'hui, c'est encore pire, justement à cause de la baisse en bourse des actions boursières des entreprises françaises, mais également, en plus, de l'explosion des taux obligataires. Voilà, et donc de l'écart par rapport au taux allemand notamment, qui est un indice, en fait, vraiment, de la situation des taux d'emprunt de l'État français, quoi. Enfin, de la dette française, plutôt. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, si l'impact qu'on va vraiment, on se projette, que si l'agence de notation Moody's Fitch ou les autres agences de notation abaissent de nouveau la notation de la dette française, alors là on est mal, parce que là on se dirige vers un cas où, si vous voulez, dans un pays, lorsque une dette est bien notée, eh bien les taux d'intérêt généralement ne sont pas élevés, c'est-à-dire baissent. Donc ça veut dire que la dette est un peu devient soutenable largement. Par contre, on le fait inverse, plus une dette est moins bien notée et plus elle sera chère au niveau des quelque part, hein, au niveau des taux, au niveau des taux d'intérêt, puisque justement il y a des risques pour les investisseurs que ça fasse faillite, donc c'est plus risqué, donc il faut qu'il y ait des meilleurs retours sur investissement, enfin, sur ROI quoi. Et là on en est là. Donc si les agents de notation baissent en gros la note de la dette française, on va se retrouver à payer des taux d'intérêt encore plus chers alors qu'on est déjà vraiment à une mauvaise situation, quoi. À payer des taux vraiment élevés, quoi. Voilà. Donc, c'est pas bon. Donc là, on a vraiment l'impression d'être entré dans une spirale de mauvaises nouvelles et sur le niveau économique, hein, je parle bien au niveau économique, à cause de tout ce bazar. Hein. Donc c'est vraiment un sketch la France, hein, quand on voit, je parle même pas de ce qu'on a pu voir au niveau politique de lunaire, hein, avec des gens qui s'enferment dans leur bureau et vraiment on croirait vraiment des épisodes de Simpson quoi. Et encore, je pense que c'est moins caricatural, Simpson. Bon, donc voilà où on en est un peu là-dessus. Au niveau, on va dire, géopolitique mondiale, hop, pas étonnant, donc on a déjà parlé la semaine dernière, donc un article de l'OTAN aux États-Unis, la Fed choisit de maintenir ce taux. Donc, vous l'avez dit, hein, c'était prévu pour mardi. Ben, finalement, voilà, ils ont, comme prévu, ils n'ont pas bougé leur taux directeur au niveau de la Fed, la Réserve fédérale américaine, contrairement à Banque centrale européenne, la Banque centrale du Canada et la Banque centrale du Danemark. Donc on se retrouve vraiment avec une dissonance, je pense que c'est ça le terme, politique, monétaire,
au sein même du bloc occidental, entre outre-Atlantique, enfin même pas parce que le Canada c'est outre-Atlantique, mais entre les États-Unis et le reste du bloc occidental. Donc c'est assez intéressant ce qui se passe désormais, et là, ben, l'écart est en train de se creuser au niveau économique. Chez moi, c'est plus la même situation du tout, hein, puisque ça veut dire que nous, en Europe, l'inflation devient maîtrisée, maîtrisable, si je puis dire, alors qu'aux États-Unis, c'est quand même pas encore le cas. Voilà. Et donc, on se retrouve avec le bazar au niveau économique, comme par hasard, en Europe, au même moment. Donc, ça va être vraiment intéressant à suivre tout ça. Bon, dans ce contexte-là, je vais reprendre un peu les actifs, qu'est-ce qu'ils deviennent. Donc, on prend le cours du pétrole, où il en est, je vous montre. Donc, il n'a pas trop bougé, le cours du pétrole. Voilà, je vous montre. Donc là, depuis toujours, regardez, le cours du pétrole range depuis quelques temps, là. Depuis un an, il range autour des 80, 82, 83 dollars le baril. Pour le cours de l'or, ben on voit que c'est pareil, ça range autour de 70 000 euros le kilo, vous voyez, donc c'est repassé en fait au-dessus des 70 000, bon, tout juste, hein. Mais c'est quand même un signal assez étonnant, qu'on voit que quand c'est le bazar au niveau mondial, eh bien l'or, lui, a tendance à remonter toujours à ce niveau-là. Mais surtout, on remarque que le cours de l'or a repris des couleurs dès lors l'annonce de la baisse des taux directeurs, notamment en Europe, de la part de la BCE et de la Banque centrale du Danemark. Notamment parce que je rappelle que plus les banques centrales baissent les taux directeurs, et plus elles desserrent la vis sur les économies, puisque les capitaux peuvent recirculer, puisque les crédits sont moins chers. Et donc, peut-être qu'on a eu une vague d'investisseurs qui ont pu se permettre d'investir dans l'or. Et donc, ça a pu faire remonter les cours. Bon, après, je ne pense pas que ce soit ça. Moi, je pense surtout que c'est la demande très poussée des banques centrales, justement, sur l'or, qui achètent de plus en plus d'or hein, au fur et à mesure du temps. Ils ont compris que le dollar a commencé à sentir un peu mauvais. Bon. Voilà, les amis, pour la situation actuelle. Donc, écoutez, n'hésitez pas, hop, à me dire ce que vous en pensez hein, de tout ce bazar. C'est vraiment étonnant hein, ce qui se passe. On n'est pas à l'abri. Donc pour ça, j'en reviens sur la France d'une banqueroute. Donc, je vous le dis clairement, pas peur de vous le dire. On savait déjà qu'on est dans un mur. On savait pas comment, ni quand, ni pourquoi. Mais là, vu la situation actuelle, le plus gros danger, c'est vraiment la dette française. Et si on a des taux d'intérêt qui deviennent de plus en plus difficiles à rembourser et qui un jour seront peut-être plus du tout remboursable, et bien là, ça veut dire que la France est en faillite. Et autant vous dire que si c'est la faillite au niveau de l'État français et de la France, eh bien ce sera le chaos. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais été aussi primordial de s'intéresser à des placements d'actifs, ne pas toujours penser uniquement à l'État qui puisse subvenir à nos besoins, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, on compte peut-être trop sur l'État français pour nos retraites, le chômage, etc. Donc, essayer de diversifier sa façon de penser au niveau des placements sur rendement, penser à l'or, penser à l'argent, à des moyens, peut-être l'immobilier, les crypto-monnaies, des choses quand même, voilà, c'est diversifié, où on peut quand même, on n'a pas besoin de dizaines de milliers d'euros pour investir forcément, à part l'immobilier. C'est pour ça que l'immobilier, c'est peut-être moins d'actualité pour les personnes qui ont du cash, hein, clairement. Mais le reste, ça reste accessible quand même sans avoir des milliers d'euros à disposition. Bien évidemment, après, c'est chacun à son propre parcours, profil d'investissement, etc. Moi, je donne mon avis. Ça n'engage que moi. Je le répète encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Je le répète encore une fois, je n'ai pas la boule de cristal. Donc, je peux me tromper sur toute la ligne. Et franchement, tant mieux parce que là, on n'est quand même pas sorti de l'auberge, là. Voilà. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Et je vous souhaite vraiment une très bonne semaine. Prenez soin de vous surtout hein, dans ce temps troublé. Comptez les uns sur les autres, c'est vrai que c'est sympa. Bonne solidarité là parce qu'on en aura besoin. Et puis sinon voilà. Allez, la bise, ciao, à la prochaine.